Eh bien, bonsoir à tous. Frédéric Urbain, donc on va se lancer dans cette conférence sur le fait de savoir si c'est une folie complète et déraisonnable et avec tous les qualificatifs qu'on peut imaginer que de créer son entreprise aujourd'hui en 2021 alors que la crise économique semble vouloir s'installer de manière relativement durable dans notre pays, même au niveau international. Donc, ou alors est-ce que, au contraire, cette hypothèse peut-être extravagante, dans quelle mesure est-ce qu'elle recèle ou non son lot d'opportunités? Alors déjà un petit mot sur qui je suis et quelles sont les activités que je représente. Alors tout d'abord, mon premier métier, c'est d'être, expert comptable et commissaire aux comptes et d'ailleurs j'exerce, ouh là, ça passe un peu vite, j'exerce dans le cadre d'un cabinet que j'ai créé, il y a 25 ans. Il y a 26 ans pardon, on a fêté nos 25 ans pendant le premier confinement. C'était une grande fête avec beaucoup de monde, bien évidemment. Donc le cabinet s'appelle Chiffres et Synthèse. La casquette que j'ai aujourd'hui devant vous ce soir, c'est plutôt, la casquette de la Maison d'entrepreneur, qui est une société de formation et d'accompagnement à la fois à la création et à la reprise d'entreprise. Et puis le petit dernier né de notre très modeste groupe, c'est un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation de la Maison de l'entrepreneur. Un fonds de dotation, c'est une structure juridique qui est assez récente parce que ça a été créé par le législateur en 2007, assez réformé en 2015. Et c'est une structure juridique associative qui est à mi-chemin entre une fondation et une association classique. C'est plus costaud en termes à la fois de droit et de capacité, notamment sur les reçus fiscaux, qu'une association classique, et c'est beaucoup plus souple en termes de gestion qu'une fondation. Et là, on a lancé un projet qui d'ailleurs commence à voir le jour et on est en train de négocier avec une banque pour qu'il parle de ce projet-là. On a considéré, et comme tous d'ailleurs, et vous aussi, je pense, qu'il y avait un grand nombre d'entrepreneurs qui étaient dans une relative détresse aujourd'hui parce que leur activité s'était arrêtée, parce qu'ils ne pouvaient plus recevoir du public et que c'était leur job. Un grand nombre d'artistes, un grand nombre d'indépendants, de micro-entrepreneurs. Et donc, le fonds de dotation se propose de les accompagner et j'ai réuni une équipe de psychologues et de coachs qui sont financés par le fonds de dotation et qui vont intervenir auprès de ces personnes-là au moyen en gros, on a câblé entre 5 et 7 heures d'accompagnement par des rendez-vous en visio avec des professionnels de l'accompagnement. L'idée, c'est de les soutenir, de leur permettre de prendre un peu de recul, pourquoi pas d'être en capacité de rebondir ou en tout cas de considérer que la période qui est en train d'être vécue va pouvoir laisser place à des temps un peu plus glorieux. Voilà, donc ça c'est le panel de mes activités. Alors je vais vous proposer un minuscule exercice en ce démarrage de cette conférence. Alors certes, je suis expert comptable, donc ce que je vais vous dire là, c'est ni du métier strict d'expertise comptable, de calcul de TVA et autres déclarations fiscales, et c'est pas non plus lié à une naïveté de béotien, mais plutôt au fait aussi de voir les clients que j'accompagne, de voir tous les projets et tous les porteurs de projets que j'accompagne depuis un certain nombre d'années et notamment dans des crises. C'est pas la seule qu'on ait connue aujourd'hui depuis que je travaille. Donc déjà, voilà, on va sortir du métier strict d'expert comptable pour avoir une vision plus large. Et puis l'autre exercice qui est peut-être le plus compliqué que je vous propose, c'est de mettre de côté pendant un temps, évidemment, pas ad vitam, ce serait pas facile, mais de mettre de côté notre croyance, notre Dieu à tous qui s'appelle Google.fr, que nous aimons bien évidemment et que nous chérissons et que nous adorons pour tous les jours et tous les matins. Voilà, on va essayer de mettre de côté un peu tout ce qui est en discours un peu morose, discours complètement sclérosant que l'on peut lire sur un certain nombre de forums, même de bonne tenue. Donc ce préambule étant fait, on va essayer de réfléchir sur ce qu'est une crise et ce que cela peut apporter dans l'univers de l'entrepreneuriat. Déjà, si je reprends un lieu un peu commun, mais que je trouve vraiment intéressant, dans des traditions plus dans l'ouest de notre planète, si on regarde la France, considère que le sens étymologique du mot crise, finalement, est double. Il y a effectivement la question du danger, je vais la revoir juste après, notamment le danger médical, et la question aussi du temps particulier d'une opportunité. Et c'est assez symptomatique qu'on ait conservé, y compris en Orient, mais ça c'est évidemment, le mot lui-même a été transformé en Occident, particulièrement avec des racines latines et grecques, en considérant qu'il y avait ces deux sens-là, à la fois le fait que, assurément, il y a une difficulté, il y a une pierre sur le chemin, mais que cette pierre sur le chemin, cette difficulté peut aussi être à l'origine d'opportunités. Et on retrouve d'ailleurs ça
dans le terme de crise lui-même, qui, pendant un grand nombre de temps, et notamment dans ses ressources grecques, dans ses origines grecques, pardon, était considéré comme un moment de la maladie, un tournant de la maladie, alors qu'il pouvait se traduire comme un tournant vers la guérison, ou au contraire vers une accélération du phénomène du malade, mais que c'était toujours un moment particulier où des décisions devaient être prises. Voilà. Donc je retiens cette définition-là comme un temps où particulièrement il peut être pris des décisions spécifiques qui peuvent avoir un intérêt particulier. Alors si je relis les deux mots que je vous ai présentés dans le titre de cette conférence, crise et puis est-ce que c'est une folie? Alors si je vais rechercher aussi l'origine du mot folie, alors qui m'intéresse d'autant plus que mon cabinet est situé dans une des deux folies que l'on trouve dans Paris. Il y a la folie Méricourt, il y a la folie Regnault, qui sont dans le 11e d'ailleurs. Et une folie, c'était un lieu spécifique sur lequel était érigée une construction un peu atypique, un peu particulière, volontairement extravagante, et de ce fait particulièrement visible. Donc je voudrais retenir ces deux sujets-là. Si justement créer une entreprise ou lancer un projet en général, c'est faire quelque chose d'atypique, de remarquable, est-ce que ça peut être cet élément-là qui soit source d'opportunité? Et c'est ce point-là que je voudrais essayer de traiter et de regarder précisément si le fait d'immatriculer une entreprise, si le fait de se lancer dans l'univers entrepreneurial, quel que soit le statut juridique, ça peut être aussi source d'opportunité. Et je vais me caler sur ce qui se passe. Et ce que l'on a pu constater, en 2020, si on regarde par rapport à 2019, on a eu 100% de mois de Covid en plus, hein, et 100% de mois de confinement, de demi-confinement et de début de couvre-feu sur la fin de 2019. Et si on regarde en matière de création d'entreprise, on a créé 4% d'entreprises de plus en 2020 qu'en 2019, étant entendu que 2019 était déjà une année particulièrement significative en croissance en nombre d'entreprises. Il y a un pic en 2019, on a créé plus de 12% de plus d'entreprises qu'en 2018, alors que pour le coup, on n'était pas dans un phénomène de crise ou même d'attentisme de crise, parce que le Covid, même si on commençait à en parler fin 2019, on se l'est pris de plein fouet tous à peu près au même moment, en gros entre le 15 mars à 11h et le 15 mars à midi. Donc ce phénomène est intéressant à traiter, alors même si un certain nombre de journalistes ont tempéré cette analyse. Oui, il y a eu plus de création d'entreprises, mais ce sont très majoritairement des micro-entreprises, donc avec peut-être l'idée de quelque chose de relativement éphémère, et dans des secteurs très porteurs par la crise. Et c'est ça que je retiens, même au-delà du chiffre, c'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs se sont dit, bon, on va lancer des activités qui avaient majoritairement deux critères sur celle de 2020, enfin, notamment sur le surplus d'activités, qui étaient des critères locaux et de circuits courts, et puis des activités qui fonctionnaient pendant le temps de confinement, pendant le temps de crise, qui étaient, outre des questions de circuits courts des développements locaux et d'activités locales, mais aussi des activités telles du transport de petits colis, telles de l'approvisionnement, telles de la nourriture ou de la préparation de plats, ou de l'acheminement de plats, ou de l'agrégation. Enfin, il y avait certains sujets qui se sont créés en disant bah, la crise va être une opportunité. Et c'est ce sujet-là que je voudrais que l'on retienne ce soir. Alors, évidemment, on est dans une situation où tout n'est pas rose. Donc, on va reprendre, on va regarder quels sont les risques entrepreneuriaux, se poser la question, est-ce que ces risques entrepreneuriaux sont-ils accrus avec la crise ou est-ce qu'on a les mêmes? Est-ce qu'on a les mêmes dans le même type de volume? Et puis, effectivement, aller regarder quels sont les éléments positifs, oserais-je dire, qui sont inhérents à toute crise, et tout en n'oubliant pas que, crise ou pas crise, si on se lance dans un schéma entrepreneurial, il va falloir qu'on sécurise son projet. Et donc c'est un petit peu, je vous donne presque la réponse en début de conférence, mais qui est de dire, on va analyser les risques, apprécier quelles sont les opportunités et pour en déduire que finalement c'est quelque chose de relativement intéressant, tout en ayant quelques points de sécurisation. Et je vous listerai un peu comme une liste à la Prévert, parce que je voudrais aussi vous laisser le temps de réagir et de me poser quelques questions si vous en avez. On listera un peu les sujets pour sécuriser son projet. Alors déjà, est-ce que les risques sont accrus? Et la question, j'essaie de la dévier un petit peu, ou est-ce qu'au contraire, les points forts sont plus analysés, plus identifiés, ou en tout cas mis en exergue? Les risques inhérents à toute activité entrepreneuriale, j'en ai listé quelques-uns. Évidemment, un des risques, c'est de ne pas générer assez de chiffre d'affaires, c'est de ne pas pouvoir en vivre suffisamment, c'est de ne pas générer suffisamment de trésorerie
pour pouvoir asseoir son niveau de vie, peut-être un emprunt pour la maison, peut-être l'éducation des enfants, une vie familiale classique avec des temps de vacances et autres. C'est de se trouver dans une situation où on est complètement exsangue, parce qu'on a un risque financier, parce qu'on a pris un emprunt, parce qu'on a investi et que la société s'est cassée la figure 3 semaines, 6 mois, 2 ans après et on a tout perdu. En tout cas, on a perdu ce que l'on avait mis comme épargne et ce qu'on avait investi dans ce schéma-là. Et également, c'est un risque financier parce que si je me suis porté caution pour un emprunt dans ma société, finalement, j'ai mis une épée de Damoclès, j'ai mis un lien direct entre mon patrimoine privé ou celui que j'étais en train d'acquérir et des risques dans ma société. Et puis, ça peut aussi être ça peut être une situation potentiellement risquée, le fait de se lancer dans l'univers de la création d'entreprise. Si je n'arrive pas, pour ceux qui sont éligibles à une aide, et ils sont nombreux aujourd'hui parmi les entrepreneurs, si je n'arrive pas à bien utiliser ce temps de Pôle emploi comme un temps où je vais faire croître mon activité, mon chiffre d'affaires, de manière à ce que le jour où j'ai fini le temps de Pôle emploi, je sois tout seul sur mon navire et en capacité à me rémunérer sur la seule activité que j'ai créée et la seule activité à venir. Ça, c'est les risques classiques, risque où je ne développe pas mon activité, risque où finalement je puisse perdre de l'argent. Ces éléments-là, évidemment, on va les retrouver un peu partout. Ils ne sont pas uniquement liés à l'entrepreneuriat. Et je voudrais mettre un ou deux sujets complémentaires qui seraient d'essayer de voir un peu quel est le coût d'une entreprise si jamais je n'ai absolument aucune activité. Alors là, je raisonne notamment si on a Pôle emploi, on a cette aide à côté, mais même raisonnons sur des coûts internes à l'entreprise si jamais je ne développe absolument aucune activité. Et j'ai essayé de les lister les plus lourdement possible. On est sur 2 années, on est sur quelque chose qui est inférieur à 2 000 € sur le fait de faire fonctionner une société. Et là, j'ai même pris le coup le plus fort en disant: «Je crée une société, je vais administrer une entreprise de type SAS, SASU, SARL, SCOP, qu'importe». Si je raisonne micro-entreprise, vous enlevez tous ces sujets-là et on arrive à une activité qui est égale à 0 en génération de coûts. Cela dit, et là je prends ma casquette un peu expert comptable, si au bout de 2 ans ou même au bout de 18 mois ou de 1 an, on se rend compte qu'on arrive à générer absolument aucune activité, aucun chiffre d'affaires, je pense qu'il va falloir réorienter son projet vers d'autres sujets et probablement vers l'univers du salariat ou du bénévolat, mais il faudra quand même faire quelque chose. Donc on est même dans le schéma le plus onéreux qui soit de créer une société, de la gérer pendant 2 ans, on est dans quelque chose qui est relativement modeste. 2 000 €, ce n'est pas rien, mais c'est pas non plus, je suis pas en train de créer un gouffre particulier, je suis pas en train de me mettre au pied un boulet qui va s'appeler des dettes financières que je vais traîner pendant X années et que je vais transmettre à mes enfants dans l'héritage. On est sur quelque chose de relativement raisonnable. Et ça, on l'a. C'est des questions qu'on va se poser, que je sois en situation de crise ou pas. Alors, je vais être un peu provocateur, je ne vous vois pas, vous êtes peu à avoir mis votre webcam, donc je me permets d'autant plus d'être provocateur et je ne verrai pas vos réactions. Si je ne suis pas prêt à mettre 500, 800 ou 1 000 € dans le développement de mon activité, si je ne suis pas prêt à risquer cette somme-là, je pense qu'il faut que je change tout de suite et assez rapidement de métier. L'univers entrepreneurial ne sera pas fait pour moi. Il y aura d'autres zones d'incertitude pendant toute ma vie professionnelle qui vont faire que, dans certains cas, je vais peut-être mettre en risque un peu plus que 800 ou 1 000 €. Donc, si je suis dans cette situation où je ne suis pas en capacité, et ce n'est pas une tare en soi, ce n'est ni un élément de jugement, bien évidemment, mais si c'est trop inconfortable pour moi, je pense qu'il faut que je trouve un autre univers. Donc ça déjà, en termes de coût, on n'est pas dans la situation où je mette un budget qui s'approche de celui de la GACAN, on est dans quelque chose de relativement raisonnable. Quels sont les autres risques que l'on va pouvoir trouver? Évidemment, des risques liés à ma vie personnelle, lancer une activité, voir qu'elle périclite au bout de X mois ou un nombre d'années assez court, en termes d'ego, en termes de visualisation de ce que l'on peut réussir. Évidemment, c'est pas forcément quelque chose de positif. Ça se valorise plus ou moins bien. Alors ça commence à changer aujourd'hui, hein. On n'est quand même pas comme les braves Américains qui considèrent qu'un échec est un élément éminemment positif. La France reste encore un pays bien latin sur ce sujet-là, mais le fait dans un CV ou dans un parcours professionnel d'expliquer qu'on a lancé une activité, qu'on a justement pris des risques, que l'on a accepté une relative incertitude sur le développement de son activité, mais qu'on a dû changer d'orientation, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à se valoriser, même si c'était relativement absent de nos raisonnements il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années ou une dizaine d'années. Ce que change la crise en matière de risque,
Donc elle a créé, si je peux pas utiliser cette terminologie-là, elle a créé des secteurs qui sont particulièrement sinistrés. Évidemment, aujourd'hui, lancer, une activité commerciale, en relation avec l'aviation, en relation avec le tourisme qui nécessite du transport en avion, c'est peut-être pas quelque chose qui est extrêmement, positif ou qui va se développer suffisamment, rapidement. Donc oui, la crise a isolé, a identifié des secteurs qui seront de manière durable relativement sinistrée ou avec une croissance de marché qui va être un peu plus compliquée. Elle a aussi, rendu un petit peu étonnant, difficilement modélisable d'ailleurs les habitudes de consommation de l'ensemble de la population, à la fois des habitudes de consommation et habitudes d'épargne. Elle a mis en exergue, et ça on le voit dans tous les métiers, et des métiers contraints qui ont dû s'adapter à la force du poignet et parfois avec certaines douleurs. Elle a contraint un grand nombre de métiers à devenir digitaux, voire à se transformer, voire à donner une notion digitale à leur activité. Et puis il y a une question aussi, c'est que la crise aujourd'hui, elle est relativement incertaine. Il y a ne serait-ce que 10 mois, on évoquait 2021 comme une année particulièrement tranquille. On aurait passé largement le cap du Covid, et ça, on était encore dessus avant l'été, au sortir du premier confinement. Donc on imaginait 2021 comme tellement loin qu'on pensait que le Covid serait derrière nous. Or aujourd'hui, on est encore dans une situation qui est relativement incertaine. Donc on a un calendrier de sortie de crise qui est potentiellement incertain, même si j'ai la faiblesse de croire qu'il existe et qu'il est réel, cette capacité à sortir de crise. Ce qui fait que, à ce jour, dans ce que l'on peut analyser, les risques sont à peu près de même nature, entre un temps classique de développement des activités économiques et un temps de crise. Pour autant que je suis en capacité de sélectionner des activités qui évidemment ne sont pas sinistrées aujourd'hui. Je vais peut-être pas aller tout de suite, dès demain, ouvrir un nouveau bar dans une grande ville avec un concept novateur. Peut-être que sur ce sujet-là, je vais peut-être créer d'autres activités, mais lancer celles-ci quand les bars ou les lieux de restauration collective seront réouverts. Donc évidemment, il y a une manière d'appréhender mon projet qui est un peu différent. Mais sur la notion de risque elle-même, le risque entrepreneurial est exactement le même. Alors là, j'ai un peu la démarche que de dire, bon alors, je peux être effectivement attentiste, qui peut être une démarche tout à fait, recevable évidemment, ou alors au contraire, je vais utiliser les opportunités qui sont inhérentes à une époque de crise pour, porter sur les fonds baptismaux mon projet. Alors je vais avoir la faiblesse d'analyser ces sujets-là. Mais auparavant, j'évoquais dans la question de ce premier chapitre, est-ce que la crise accentue les risques ou est-ce qu'elle renforce les points forts? Je serais tenté de dire qu'on est dans des schémas où on a toujours, et ça j'allais dire une grande richesse au sens financier du mot, mais aussi au sens esprit, au sens fondement, une grande richesse de la France aujourd'hui, qui est qu'on est dans un schéma où un certain nombre de points forts qui sont inhérents au monde entrepreneurial, de modalités d'accompagnement, de capacité à se faire aider, d'aide, et notamment je reprends celle qui est de Pôle emploi, qui est une aide absolument géniale et extrêmement puissante pour aider les entrepreneurs, de protection sociale qui est elle aussi non seulement très abordable, mais dès l'instant où on est entrepreneur, extrêmement peu coûteuse. On est dans un schéma où ces points forts-là subsistent toujours. Et même, on va le voir tout à l'heure sur quelques sujets, c'est même renforcé en matière d'aide, en matière d'accompagnement. Et puis, évidemment, comme point fort, et là je trouve que c'est un élément peut-être à contrario qui est d'autant plus fort, le fait de se réaliser, le fait de changer de projet, le fait de presque de changer de vie, le fait de prendre des décisions un peu radicales, prend une connotation et un sens encore plus différent dès l'instant où, précisément, tout le monde ne le fait pas. Dans un temps où un certain nombre de gens sont relativement attentistes, et je suis assez étonné des discours que l'on peut entendre, des discours que l'on peut lire sur des forums entrepreneuriaux avec des débats qui sont souvent extrêmement négatifs et extrêmement attentifs. J'ai eu l'occasion d'animer une conférence sur un thème voisin, sur un grand constructeur automobile cette semaine. Les discours que j'ai, pour le coup, on avait beaucoup plus de temps, donc j'ai interrogé les personnes. Et les discours que j'avais en retour étaient extrêmement négatifs, extrêmement attentistes. Et pour le coup, c'était presque la recopie de tel ou tel canard qui était plus ou moins morose. Donc, le fait justement de prendre un peu à contre-courant un sentiment général, à titre personnel, est évidemment relativement moteur, et voire, dans certains cas, assez utile au développement. Est-ce qu'il existe des opportunités au fait de créer son entreprise en pleine période de crise? Alors,
vous imaginez bien que si je pose la question, c'est que la réponse va pas tarder à être oui. Alors, analysons quelques sujets. Il est manifeste, que la concurrence est tout à fait différente, voire elle est beaucoup plus faible. Et il y a des sujets, il y a des thèmes sur lesquels la conférence est plus faible parce qu'un certain nombre d'entreprises soit se sont arrêtées, soit ont limité leur activité, soit ne se lancent pas. Donc on se retrouve dans une situation où des marchés se développent, le marché du circuit court, le marché du bio, alors je mets 25 guillemets à droite et 25 guillemets à gauche du mot bio, hein, pour l'employer sous un terme très très générique et très très large. Ce sont des activités sur lesquelles on va raisonner sur une question de circuit court, sur une question de local, hein. Le circuit court étant et le local étant deux choses extrêmement différentes, et quand on arrive à lier les deux, c'est très bien, mais c'est pas toujours le cas. De quelque chose avec des habitudes de consommation, des habitudes de production qui sont un petit peu différentes. Ce sont des sujets qui se développent. Il y a des marchés spécifiques de relations entre entrepreneurs, justement de tout ce qui est lié au transport de marchandises, au transport de petits colis notamment, est une activité qui se développe. Donc on va se retrouver dans des secteurs particuliers qui vont se développer. La partie accompagnement, la partie coaching est un secteur qui se développe aujourd'hui. On aurait pu imaginer que la présence de l'écran finalement complique l'accompagnement. Dans certains cas, ça rapproche pour différentes raisons que l'on peut comprendre dans une telle activité. Mais donc il existe aujourd'hui un certain nombre de marchés qui se développent, de capacités à créer des activités qui sont dans une phase de développement. Et très clairement, on a moins de concurrence que l'on peut en connaître dans des schémas ou dans des périodes un petit peu plus stables et un peu plus sereines. En matière d'appui de l'État, le recrutement est rendu plus simple. On a même un certain nombre d'aides qui se retrouvent aujourd'hui. Même si on raisonne alors largement, il y avait l'aide pour les apprentis, alors qui se termine dans quelques jours, sauf si elle est renouvelée. Il en était question, Madame Borne l'a évoqué il y a quelques semaines. La prime pour les embauches de jeunes de moins de 26 ans a été prolongée. Les relations avec les missions locales sont entrées dans une phase différente. Et d'ailleurs, les missions locales, et là, pour le coup, c'est un sujet que je connais un peu, ont été dotées d'une activité complémentaire, de budget complémentaire par les régions, et notamment pour les rapprochements avec les entreprises, avec des aides spécifiques, avec des capacités de conclure des conventions de stage avec des missions locales sur des durées beaucoup plus longues. Enfin, il existe tout un aréopage de mesures qui peuvent permettre à un entrepreneur qui oserais-je dire, est un peu débrouillard et va aller toquer à toutes les portes, d'avoir un certain nombre d'aides, et là, pour le coup, beaucoup plus simplement qu'il y a 1 an ou 2 ans. De la même manière, les chambres de commerce sont beaucoup plus ouvertes à l'aide, à recevoir du monde, à aider, à piloter, et notamment sur la partie digitale, ainsi que BPI France. Donc on est dans une dynamique qui est assez, sur ce sujet-là, qui est assez positive. Est-ce que ce sera pérenne? Est-ce que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps? Je n'en sais trop rien. En revanche, on le voit, et pour croiser régulièrement les responsables des chambres de commerce, notamment de Chambre de commerce de Paris, c'est une véritable démarche qu'ils mettent en œuvre pour à la fois aider les entreprises. Alors, là, le sujet que j'ai évoqué récemment avec elle, c'était dans les transmissions des entreprises qui sont à reprendre, et il va y en avoir, et il y en a déjà un certain nombre. Donc, mais on est dans une dynamique d'aide qui est tout à fait différente, à une période beaucoup plus calme et sereine. En termes de communication, j'ai déjà un peu évoqué, mais tout ce qui va à contre-courant ressort beaucoup plus facilement du lot. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus visible, beaucoup plus facile de se faire entendre. Dès l'instant, on va lancer un projet, et d'ailleurs, on peut le voir, hein, sur les réseaux sociaux, tel projet qui aurait pu sembler modeste, qui aurait pu sembler un petit projet d'un entrepreneur dans son salon, qui se lance dans la crise en disant, bah, justement, malgré la crise, je lançais le projet, reçoit tout de suite une visibilité beaucoup plus évidente, beaucoup plus intéressante aussi pour développer son projet. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre presque je ne vais pas dire tordre la réalité, mais de dire, bah, justement, avec la crise, nonobstant la crise, je suis en train de créer mon entreprise, je suis en train de lancer un projet. Et là, pour le coup, on est dans une phase de communication qui est beaucoup plus positive, au-delà même de ce que ça peut m'apporter à moi en matière de réalisation, en matière d'encouragement. Le fait que j'évoquais tout à l'heure, de dire, bah, le calendrier de la reprise est potentiellement incertain, est-ce que c'est un vrai désavantage, en fait? Est-ce que c'est, dit, bah, je veux lancer une activité, je ne peux pas la lancer vraiment maintenant, mais finalement, elle va peut-être démarrer dans 8 mois ou dans 1 an. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Alors, bien évidemment, si j'ai
part de vers moi, si j'ai dans mon organisation financière notamment suffisamment de trésorerie pour assurer ces temps-là, hein. Peut-être que ça ne va pas générer assez de trésorerie au départ, donc c'est ce que j'ai suffisamment de trésorerie pour assurer et vivre cette période-là. Mais le fait d'avoir du temps complémentaire pour peaufiner son projet est quelque chose qui est relativement intéressant et d'ailleurs dont beaucoup d'entrepreneurs disent bah, dès l'instant que je me suis lancé, je devais être par Mont et par Vaux, j'ai peut-être pas monté assez facilement ou assez avec assez de diligence mon offre et j'ai dû corriger, j'ai dû passer un temps fou, j'ai dû modifier mon projet alors que j'étais en train de servir des clients. Enfin, et toujours dans une certaine urgence. Là, pour le coup, on est dans une démarche qui va être différente, qui va être d'utiliser ce temps pendant lequel j'ai commencé à me faire connaître, j'ai commencé à parler de mon projet, justement avec ces éléments de communication que j'évoquais à l'instant, tout en pouvant le peaufiner, et à la fois sur un aspect organisationnel, mais aussi sur un aspect évidemment de communication et de manière de lancer mon business. Et puis il y a ce que j'évoque, et je trouve que ça prend une connotation particulière aujourd'hui, qui s'appelle la stratégie du PMV, le produit minimum viable. Alors, les anglo-saxons ont toute une stratégie, une terminologie là-dessus, qui est de dire bah, je vais lancer un produit, je vais commencer par voir comment réagit le marché, puis selon, bah, je vais peut-être le faire bouger un petit peu, peut-être le faire le corriger, voire l'amender un peu plus dans son fondement ou dans son développement, ou dans sa technologie, et avec les retours des premiers clients. Et ça, le temps de crise peut être un temps spécifiquement adapté à ça, qui va faire que mon produit va avoir le temps finalement, ou mon service va avoir le temps finalement de venir à maturité tout en ayant les retours pardon, de ceux qui vont utiliser pleinement, de ceux qui vont utiliser ce service ou ce produit. Et c'est une stratégie d'ailleurs qui commence à se développer. Euh, qui partagent l'expérience personnelle. En tant qu'expert comptable, on est sollicité à peu près toutes les demi-heures par des startups qui se lancent pour automatiser des travaux comptables, pour automatiser des missions vers le RGPD, pour automatiser un certain nombre de choses, et qui ont cette stratégie-là aujourd'hui, qui sont de dire, ben, nous, on cherche des entreprises, alors là, c'est plus spécifiquement des cabinets, mais on cherche des entreprises qui vont nous donner un coup de main, qui vont accepter d'être des bêta-testeurs, et puis avec l'idée que d'ici 10 mois ou un an, on ait le produit final, le service final. Donc, ce sont des démarches que l'on commence à rencontrer de manière un peu plus générale et qui, justement, peuvent prendre tout leur essor pendant un temps de crise. Et puis, bah, n'hésitons pas à utiliser les différents accompagnements qu'on peut avoir. Je vous en ai cité 2, mais il y en a plein d'autres, pour avancer sur ces temps de justement de maturation du projet. Alors il y a un personnage que j'aime beaucoup sur un seul sujet, hein, c'est le navigateur Cortés. Alors c'était un personnage absolument immonde qui a massacré je ne sais combien de dizaines de Mexicains, mais je ne retiens pas ça pour le coup, je retiens juste dans sa réalité et dans son histoire, quand il s'est adressé à ses troupes, encore une fois, c'est dans une démarche un peu particulière, mais quand il s'est adressé à ses troupes, et qu'il a brûlé ses vaisseaux lorsqu'il est arrivé à peu près au niveau du Mexique actuel, en disant bah, voilà, je vais brûler mes vaisseaux. Alors, ça c'est un peu la légende, il en avait gardé, il avait brûlé ce qui était complètement incapable de prendre la mer. En revanche, il en avait gardé deux qu'il avait planqués pour au cas où, on ne sait jamais. Mais l'histoire a retenu qu'il a dit à ses troupes, bah, finalement, on n'a plus tellement le choix, donc il faut se lancer. C'est une étape, enfin c'est une démarche que je propose souvent et sur laquelle j'interviens souvent avec des entrepreneurs sur ce sujet-là. Attaclock a fait la même chose au IVe siècle avant Jésus-Christ, la même démarche qui est de se dire maintenant, voilà, il faut qu'on se lance, notamment dans une démarche entrepreneuriale parce que je rentre dans une stratégie positive et y compris vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mon entourage. Je suis en train de créer, je suis en train de lancer quelque chose. Et j'ai presque dire au côté financier près, modulo le côté financier, qu'importe si ça marche ou si ça marche pas, on est dans une étape créatrice. Et ça, c'est un point qui est particulièrement important en temps de crise, notamment parce que justement, un certain nombre d'entrepreneurs n'osent pas se lancer, un certain nombre d'autres personnes qui auraient des projets potentiellement intéressants, du reste, sont plutôt dans une phase attentiste. Et ce qui a pu être constaté, et là c'est pas moi qui le dis particulièrement, c'est à force de lire et de discuter avec des personnes qui bossent dans ces univers-là, qu'en temps de crise, c'est là où l'inventivité, la créativité particulière va trouver un plein essor et va se déployer avec beaucoup plus de largesse. Et ça, c'est un sujet qui me paraît presque aussi important que le fait de bien asseoir, on va en parler, financièrement son projet.
Alors tout ça peut être bien joli. Effectivement, on a un certain nombre de capacités à organiser un projet. On a un projet qui potentiellement peut tenir la route. On a vu que ça pouvait être le moment ou un moment particulier, le moment d'une crise économique pour le lancer et essayer de le faire connaître. Pour autant, il est important de le sécuriser. Il est important de ne pas non plus faire n'importe quoi. Et c'est en sécurisant mon projet que précisément je pourrais utiliser et profiter à plein des opportunités de ce temps. Donc sécuriser son projet, ça part évidemment par quelques étapes préalables qui vont être de dire bah, je vais effectivement trouver une activité qui fonctionne. Encore une fois, je vais peut-être pas créer tout de suite une activité qui est directement en lien avec le nettoyage des avions, par exemple, parce que pour le coup, je vais peut-être avoir du mal à trouver des clients et à trouver des clients pérennes et en volume suffisant. C'est un exemple parmi d'autres. Je vais aussi imaginer un projet qui peut-être va prendre du temps. Et ça peut élargir aussi mon scope d'idées, qui va peut-être nécessiter que je me forme, qui va peut-être nécessiter que j'approfondisse ma connaissance du sujet. Et ça, finalement, ce n'est pas très grave parce que précisément, je vais avoir le temps, pendant ce temps de crise ou de fin de crise, pour porter à maturité le projet que j'ai envie de monter. Et je pense particulièrement à la formation de l'entrepreneur. C'est un sujet essentiel. J'en parlais tout à l'heure. C'est une formulation un peu elliptique de dire on va arrêter les bidouillages, on va revenir sur quelque chose de professionnel et de centré. Dès l'instant où je veux lancer un projet, évidemment, il faut que je mette le maximum de compétences. Donc, ça va passer par de la formation, donc ça va passer par de la connaissance du sujet et de l'apprentissage du sujet. Donc ça, c'est un vrai point. Et là, pour le coup, j'ai potentiellement le temps. Donc, il va falloir que enfin, en tout cas, je pourrais l'exploiter de cette bonne manière. Et puis, je parlais de l'activité exploitable aujourd'hui. On est effectivement dans quelque chose qui aura sûrement une composante digitale, à peu près dans un grand nombre de projets, pas dans tous évidemment, mais dans un grand nombre de projets que je pourrais porter en temps de crise, il y aura une composante digitale, ce qui est une nouveauté par rapport même aux crises de 2008 et 2009. Hein. Pardon, même si on était dans une phase aussi où le digital commençait à arriver, où la communication dans son ensemble autre que uniquement humaine ou quelques visioconférences se faisaient, on était bien loin de ce qu'on connaît aujourd'hui et de ce que la crise nous a fait développer aujourd'hui. Et puis le circuit court, notamment je pense à toute activité de production qui puisse être liée à l'alimentaire, qui puisse être même liée à des vêtements, devient aussi une valeur, j'allais presque dire incontournable, alors pas dans tous les sujets assurément, mais c'est une notion qui a son intérêt. Et avec les difficultés de transport, notamment je pense par avion, le circuit court a des chances de redevenir ce qu'il était au départ, mais ce qu'il a perdu à la faveur des développements économiques, un lien avec une activité locale. Hein. Une fois, le court et le local, ça peut être très très différent. Là aujourd'hui, on retrouve des circuits courts et des circuits locaux et une consommation locale, un usage local, ce qui est un élément positif de l'évolution et de la crise aujourd'hui. Alors, si je veux sécuriser mon projet, je vais effectivement travailler sur certains sujets et je vais utiliser précisément cette période pour bien voir si je suis dans la bonne situation d'être entrepreneur. Un des points à voir, c'est évidemment moi, hein, c'est comment je vais traiter ma capacité d'entrepreneur. Je liste quelques zones de risque pour le coup, alors qui sont des points importants parce que, et ça, c'est mon expérience, alors pour le coup, en tant qu'expert comptable qui accompagne des projets en phase de création ou déjà lancés. Dans certains cas, la capacité à vivre sans Pôle emploi, la capacité à ne pas avoir une certitude absolue sur sa rémunération le mois d'après, est quelque chose qui est compliqué à vivre. C'est pas dramatique, c'est pas une tare. Il faut juste l'apprécier et ne pas se mettre en zone forcément de risque absolu ou en zone d'inconfort. Mais ça fait partie du sujet. Si je suis entrepreneur, il faut que j'imagine que Pôle emploi, je ne l'aurai plus, que je n'aurai plus cette sécurité-là. Il faut que j'imagine qu'a priori, il est difficile de prévoir à l'euro près la rémunération du mois de mars 2021 si mon activité a démarré en décembre 2020, toutes choses étant égales par ailleurs, en transposant le calendrier. Et c'est intéressant d'arriver à identifier, et là on a le temps de le faire, et c'est aussi un élément intéressant, tous les points où je bloque. Il m'arrive de rencontrer des entrepreneurs qui vont me poser une trentaine de questions de base sur la question fiscale, sur comment optimiser fiscalement et sur comment surtout pas payer de plus-value s'ils revendent leur boîte.
quand je me trouve dans cette situation-là, je me dis: «C'est un peu dommage parce que peut-être que le projet est intéressant, peut-être que l'entrepreneur lui-même a pleine capacité à le gérer. En revanche, il se pose tout de suite les mauvaises questions. Il est dans un arbre devant un arbre qui cache la forêt, peut-être qu'il n'ose pas aller parler avec ses clients pour aller prendre du chiffre d'affaires, peut-être que, il est bloqué sur un aspect de fonctionnement administratif, peut-être que voilà. Donc arriver à identifier les points où potentiellement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais les points où on pourrait bloquer. Et là aussi, dans l'idée de dire, bah, soit c'est rédhibitoire et la question est entendue, la messe est dite, soit au contraire, j'ai justement le temps pour me former, pour corriger ce sujet-là, pour travailler dessus et être en situation, lorsque le projet sera mûr et potentiellement la crise bien passée, être en situation de pouvoir lancer sereinement mon projet. Autre élément de sécurisation, je dois prendre conscience que je deviens chef d'entreprise. Alors c'est lié au premier point. Je ne suis plus salarié. Voilà, c'est fini. Même si, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ces sujets-là, même si on a un statut d'assimilé salarié dans certains statuts juridiques, mais je ne suis plus salarié au sens, il n'y a plus de lien de subordination entre celui qui me donne à bosser et celui qui exécute moi. Donc c'est à moi de décider de tout, alors là pour le coup, je parle de mon essence personnelle et je le trouve relativement exaltant et de quoi me faire lever et sortir de mon lit tous les matins. Mais ça suppose aussi que voilà, je sois entouré, que je puisse challenger mon projet, que je puisse en parler. Et ça, c'est un sujet que l'on imagine. On parle beaucoup de la solitude du chef d'entreprise. C'est une réalité et c'est une réalité d'autant plus forte qu'on est en période de crise. Et donc, les entrepreneurs aujourd'hui ont de plus en plus besoin d'être accompagnés, de parler, d'évoquer ces sujets-là. La famille n'est pas toujours le lieu idéal pour se déverser et pour challenger, pour voilà, évidemment donner des nouvelles, on imagine bien, mais pour avoir un vrai retour, c'est pas toujours le lieu idéal. Donc, arriver à trouver une organisation où on puisse être entouré, ça c'est un vrai sujet particulièrement en temps de crise. Je l'évoquais à l'instant, la quête de la fiscalité, voilà, c'est un sujet, mais qui ne me semble pas être un sujet essentiel. En revanche, arriver à voir comment je vais pouvoir utiliser ce temps qui m'est donné pour monter mon projet, pour trouver mes clients, pour satisfaire mon client, là, je suis dans une démarche tout à fait différente. Et puis, je suis, même si c'est en temps de crise, même si j'ai pas beaucoup de sous, tout faire sur Google, ça marche pas. Ça marche pas parce que Google a certes un certain nombre heu, de sujets intéressants, un certain nombre d'informations, qui sont communiquées, mais assurément c'est pas le thème principal. Donc je deviens, chef d'entreprise, j'ai donc besoin, à un moment donné, d'avoir ce retour-là, et de pouvoir être dans la situation où, je vais chercher de l'info, qui soit de la vraie info. Et google.fr, c'est génial, on a, 850 000 pages en 1/25 de seconde sur la question qu'on a posée. Pour autant, à un moment donné, ça ne me suffira pas. Donc là-dessus, ça fait partie aussi du sujet. Je vais y revenir sur un point aussi en séquestration de son projet. Et sécuriser son projet, ça veut dire que je vais dépenser de l'argent. On oublie, c'est un leurre d'imaginer que je vais créer l'entreprise, que ça va rien coûter. Ça, c'est un schéma qui ne fonctionne pas. Enfin si, ça fonctionne pendant 15 jours, mais ça fonctionne pas. Et ça fonctionnait pas déjà dans un temps d'économie sereine, ça ne fonctionne pas plus dans un temps un peu plus compliqué comme un temps de crise. La recherche de l'économie à tout prix est quelque chose qui a d'autant moins d'intérêt pendant une période de crise que justement j'ai besoin de communiquer de manière particulière. C'est un exemple que je rencontre extrêmement régulièrement parmi les créateurs d'entreprises que j'accompagne. Assez régulièrement, je rencontre qui me disent voilà, je vais lancer une activité de vente sur Internet d'un service, d'un produit, d'une mise en relation, etc. Bon, pourquoi pas, avec un projet qui semble tenir la route. Et puis la phrase d'après, c'est mais de toute façon, sur l'aspect du site Internet et de la manière de me faire connaître, j'ai le voisin du copain de celui qui gare sa voiture à côté de celui qui a sa moto et qui est chez le même coiffeur que moi, qui m'a dit qu'il s'y connaissait en Internet et je vais lui confier le truc. Il va me facturer 222 € plus un resto. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de resto, mais 222 €, ça suffira. Et j'aurai un site très bien. Ça, c'est le genre de raisonnement, on va oublier, on change de paradigme, on devient professionnel. Ça veut dire que je vais devoir à un moment donné dépenser. Alors vous allez me dire, c'est l'expert comptable qui dit ça parce qu'on va aller chercher des honoraires chez l'expert comptable. C'est pas tellement l'objet de ma remarque. C'est le fait de dire à un moment donné, j'ai besoin d'avoir affaire à des services professionnels. Si je veux communiquer aujourd'hui sur Internet, aller bidouiller par le copain du beau-frère, c'est pas forcément quelque chose, sauf si c'est un professionnel, pas forcément quelque chose qui est efficace. Donc on va revenir à des fondements qui va être de dire, il va falloir que j'ai une démarche de communication, il va falloir que j'ai une démarche, il va falloir que je crée mon magasin. Alors il va être sur Internet, il va être en ville, il va être autre chose, mais ça va être forcément source de coûts
Et si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas en capacité, bah, peut-être qu'il va falloir que je change de projet. Quand je dis je suis pas prêt en capacité, ça ne veut pas dire que j'ai forcément dépensé des dizaines de milliers d'euros. C'est aussi sur l'aspect, est-ce que je suis prêt psychologiquement à aller me renseigner? Est-ce que je suis prêt psychologiquement à aller créer un site internet, sachant un pro qui fonctionne, sachant que bah, je vais le lancer, payer avant de savoir si mes clients vont être intéressés par le service que je propose. Et si vraiment ils vont acheter, même si mon entourage familial m'a dit: «OK, vas-y, lance-toi, on sera tes premiers clients». Donc là, il y a une démarche de gestion de son propre risque, voilà. Alors évidemment, qui dit gestion de son propre risque va dire aussi, bah, on va pas prendre un risque complètement démesuré et complètement aléatoire en plus, qu'on ne pourra pas bien mesurer. Donc à un moment donné, et là, certains qui me connaissent vont peut-être dire: «Bah, ça y est, il a enfin retrouvé son lieu, où il est confort, c'est son, les chiffres». Bah, oui, à un moment donné, on va retomber dans, une approche chiffrée, de son projet, et la crise va nous contraindre pour le coup à avoir une gestion plus fine, de son chiffre. Alors quand je dis du chiffre, c'est plutôt de la partie prévisionnelle. Un certain nombre de projets en temps, d'activité économique plus stable vont se lancer. On va affiner la gestion budgétaire au fur et à mesure de l'arrivée des clients. Et finalement, c'est une réalité qui fonctionne plutôt bien. En plus, on a Pôle emploi pendant 2 ans. Donc bon, ça marche plutôt bien et c'est assez efficace. Pour autant, dans certains moments, notamment une période de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, on va devoir avoir une analyse plus fine de son budget prévisionnel. Et le fait, et ça, on le voit, quel que soit le moment, mais le fait de se confronter, de passer de son projet exaltant, idéal, tel qu'on le voudrait, avec toute la motivation que l'on y a mis, passer de ce projet-là à un tableau Excel est un temps absolument génial. Alors parfois un peu douloureux, parfois un peu compliqué, mais ça donne une réalité qui est une réalité assise sur quelque chose. Alors vous allez me dire, une réalité assise sur quelque chose de faux, parce que c'est du chiffre prévisionnel, donc par définition du prévisionnel c'est faux, mais assise sur une réalité qui est, en tout état de cause, possible, envisageable. Avant de me confronter à des chiffres, avant de me dire: «Bah, tiens, si j'ouvre un site internet et si j'attends, ou si j'estime un panier moyen de temps et le premier jour, ils seront 12 connectés, le deuxième 24, le troisième 36 et cetera. Il va se passer quoi?» Bah, ça donne de la réalité, et de la réalité aussi pour me dire: «Bah, est-ce que c'est opportun ou pas que je lance mon projet?» Donc ça fait partie de la sécurisation du projet, et particulièrement en situation de crise. Je dis souvent, il y a un avant et un après, le passage par ce tableau Excel. Alors, je dis tableau Excel, ça peut être une application qui va gérer votre business plan, le prévisionnel, et cetera. Mais il y a toujours un avant et un après par rapport à ça. Et puis évidemment, ne pas hésiter à faire, challenger son business plan. Ça fait partie des éléments de sécurité. Et puis il y a un sujet aussi qui me paraît essentiel, et je vais pas tarder à vous laisser poser toutes les questions qui vous intéresseraient. Il y a un sujet qui est aussi essentiel, et là, quel que soit le temps, mais qui prend plus de vigueur pendant un temps de crise, aussi dans l'idée de sécuriser son projet, c'est j'allais dire de foncer, mais foncer prudemment et pas tout seul. Ça peut être bien d'investir une personne proche, peut-être pas trop proche, mais une personne proche. Quand je dis pas trop proche, il faut que ce soit quelqu'un de proche, mais très libre, pour être, ce que j'ai appelé le juge de paix de manière un peu excessive, mais pour dire: «Voilà, à tel moment, tu oublieras pas de me dire qu'il faut que j'arrête, que si j'ai pas trouvé de chiffre d'affaires suffisant, bah, à tel moment, il faut que j'arrête et que je change de projet, ou que je change d'environnement professionnel, que je ne vais pas dépasser tel et tel budget d'investissement, pas, dépenser des milliers d'euros, des milliers d'euros pendant 2 ans en n'ayant généré absolument aucun contact, absolument aucun chiffre d'affaires». J'exagère dans la formulation, mais c'est pour donner un peu le ton. Et donc et se faire aider par, quelqu'un de proche et de libre, qui va pouvoir à un moment donné nous dire: «Bah, écoute, là, mon amitié, que l'amitié que j'ai pour toi m'incite à te dire, maintenant c'est stop, c'est plus stop ou encore, c'est stop, et trouve autre chose, faisons autre chose, ou on peut t'aider à rééchelonner un projet ou à redéfinir autre chose». Et ça, c'est un rôle que je trouve assez intéressant, et qui est aussi, même utile d'ailleurs dans des projets un peu plus classiques ou dans des périodes un peu plus sereines. C'est vraiment une fonction, que je trouve une fonction de quelqu'un qui est proche du chef d'entreprise, particulièrement d'une PME, où
à un moment donné, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de salariés que l'on ait, quelle que soit la confiance qu'on ait vers ses salariés ou vers son équipe, à un moment donné, on est toujours à prendre des décisions seul et à investir une personne de confiance de ce rôle-là, d'une part, est assez, je trouve assez honorifique et assez honorable au sens premier du mot, et en même temps est une vraie sécurité pour éviter, on pourrait presque dire, de faire n'importe quoi. Finalement, oserais-je dire, sans être trop provocateur, que la crise économique n'est pas systématiquement un frein, qu'il existe, de réelles opportunités, mais à un moment donné, de toute façon, un projet entrepreneurial n'est pas un projet comme les autres. C'est pas, qu'on est plus ou qu'on est moins ou qu'autre chose, c'est un projet à part, qui nécessite forcément à un moment donné, alors j'ai appelé ça une étincelle de folie, mais qui nécessite à un moment donné mécaniquement une prise de risque, mécaniquement, un choix particulier, forcément un choix résolu. Je ne vais pas vers la création et a fortiori à la reprise d'entreprise en étant un peu tiède, un peu mou en se disant: «Bah, voilà, je fais ça un peu par défaut». Ce type de projet-là n'a pas grand avenir. Donc ça nécessite tout de même un minima de, oui, j'appelle ça de la folie, un minima d'entraînement, mais aujourd'hui, il est manifeste et sans être trop lourd, mais je rappellerai la progression du nombre d'entreprises qui se sont créées en 2020 par rapport à 2019. On est à plus 4%.